Bonjour les gars, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo hebdomadaire. J'ai le nez bouché, ma connexion n'est pas terrible, donc je vais tout faire en une vidéo et je vais essayer de faire court parce que l'upload prend des heures. C'est les joies de l'été et des excursions. Donc, hier on a eu le CPI, alors c'est toujours intéressant. Le marché avait quand même bien anticipé, on était sur l'expo, et très souvent quand c'est comme ça, la stat va dans le sens évidemment de la tendance. Mais on le voit, on a eu une grosse rotation hier, notamment on le voit bien sur les US, où on a vendu drastiquement les grosses caps qui avaient permis de faire monter les marchés ces derniers temps, et on les a vendus assez fortement. Par contre, on a fait monter tout le reste. On a fait monter tout ce qui est, entre guillemets, petite cap, tout ce qui est lié à la dette également, puisque on joue la baisse des taux en septembre. Alors, on l'a ici sur le graphique de l'obligataire, on voit qu'on a la détente. Donc baisse des taux prévue pour septembre, ok très bien, mais en gros, voilà, on aura quoi? Une baisse des taux cette année, voire deux, parce qu'il va y avoir les élections, donc on ne veut pas jouer les troubles fêtes non plus. Ils vont faire comme la BCE, nous expliquer que ce sera au cas par cas. Bref, l'inflation est en train de baisser, mais il faut savoir que parce que on a des grosses pondérations qui sont à l'intérieur de ce CPI qui sont en train de baisser et qui arrivent pour l'instant à contrecarrer la remontée des matières premières. Matières premières agricoles, ça baisse pas mal. Matières premières pétrolières, on l'a vu, ça remonte pas mal. Mais à ce stade-là, voilà, on en est là, on continue d'avoir la désinflation qui continue de se mettre en place et c'est tout à fait normal. À un moment donné ou à un autre, évidemment, pour moi, comme je vous le dis, on regarde la santé du consommateur. Pour l'instant, quand on regarde le chômage, etc., petit à petit, on a le ralentissement qui se met en place, mais on est toujours dans les clous pour penser soft landing. Donc à partir de ce moment-là, si vous voulez, c'est le truc idéal pour les marchés. Mais je pars du principe que dorénavant, les marchés vont devenir beaucoup plus techniques, construire probablement dans une figure plus large, donc avec de la volatilité. C'est le prix à payer également de la surconcentration, de la surpondération de certaines valeurs dans les indices. Quand ça monte, évidemment, ça fait du bien parce que ça permet de surperformer en étant sur une stratégie indicielle. Par contre, vous avez le contre-coup également qui peut se mettre en place. Et du coup, les systèmes de rotation, on voit, sont assez violents on a des grosses performances qui peuvent se faire sur pas mal de petites caps. C'est pour ça que je pars du principe, si vous voulez, que c'est du yo-yo, hein, on alterne un petit peu comme dans des vases communicants, si vous voulez, mais petit à petit, on va commencer à construire des tendances. Donc, ce que l'on a sur les taux, c'est la détente qui continue de se valider. On aura peut-être le pullback ici et puis derrière la poussée. À savoir que si on commence à pousser assez vivement vers la zone des 97, il faudra se dire que l'économie ralentit plus fortement que ce que l'on pense. Et donc à ce moment-là, on va commencer à taper sur la Fed pour leur expliquer qu'ils ne baissent pas les taux assez vite. Et donc on va prendre peur. On utilisera le prétexte. Donc c'est pour ça qu'il faut regarder un petit peu le consommateur, la santé du consommateur. Parce qu'à partir du moment, si vous voulez, où on va commencer à se dire que le ralentissement est un petit peu plus fort que ce qu'on avait prévu, on va prendre peur que les banques centrales n'en font pas assez et ne l'ont pas fait assez vite. Ça sera un prétexte à utiliser pour corriger à un moment donné ou à un autre. Ce qu'il va falloir attendre au tournant plus, c'est en juillet les résultats. On a beaucoup de sociétés maintenant qui vont commencer à publier, on a les bancaires qui commencent à publier aujourd'hui, début de semaine prochaine également, et puis après on va commencer à avoir les GAFAM. Quand vous êtes dans des indices qui sont super pondérés, évidemment que ce qu'on va regarder au-delà des résultats qui devraient rester bons, et là le marché en règle générale anticipe plutôt bien, c'est les perspectives. C'est les perspectives que peuvent donner les PDG sur le reste de l'année. C'est ça qui éventuellement peut blesser, et ce que l'on voit, c'est que vous voyez bien qu'aux États-Unis, on a un certain nombre de valeurs qui, sur des perspectives un petit peu en deçà des attentes, peuvent baisser de 10, 15, 20% assez rapidement. Et si cette valeur-là est pondérée à 3, 4, 5% de votre indice, vous voyez que ça peut apporter pas mal de volatilité. Donc ça serait le seul élément, on va dire, où on est un petit peu plus méfiant. Mais on voit, ce qui moi m'intéresse maintenant, je vous l'avais dit, c'est quand on va partir dans une correction du marché qui serait saine, qui serait logique, ce qu'il va falloir surtout regarder, c'est est-ce qu'il y a une désertion des flux et qu'ils vont chercher de l'obligataire parce qu'ils ont peur de la récession? Ou est-ce que pour l'instant ça continue de bien tenir, on continue de valider le soft landing et avec la baisse des taux, on joue une reprise des cycliques, une reprise du manufacturing, une reprise des petites capes. Et concrètement, la séance d'hier, il va falloir évidemment la confirmer, mais la séance de hier pousse plutôt
vers cette rotation-là. Moi, c'est ça qui me plaît et c'est ça qui m'intéresse. Donc, quand on va regarder la suite des opérations, on regarde le Brent. Vous le voyez, on a fait une remontada au mois de juin, on est en train de congestionner maintenant. Et ce qui va nous intéresser, c'est est-ce qu'on fait ce break-là, auquel cas on recommencera à parler inflation, etc. Mais comme je vous l'ai dit, les loyers et les services vont continuer d'avoir une pression baissière sur le CPI qui peut permettre de compenser l'augmentation, par exemple, du pétrole. Et ça va être très important de garder l'inflation très, très basse, si vous voulez, et de continuer de faire une pression sur le pétrole pour les US, avec les élections qui arrivent évidemment, pour contenter un petit peu le consommateur. Après, il y a toute cette histoire de Biden, donc avec l'arrivée plus ou moins, entre guillemets, certaine de Trump, puisqu'en face, les démocrates auront du mal, je pense, à trouver quelqu'un qui puisse réellement rivaliser, on verra. Mais ça aussi, ça peut faire pas mal bouger les marchés, et ça sera pour moi un point central, au-delà des résultats des sociétés, un point central aussi très important, puisque là où chez nous, on n'arrête pas de parler d'augmentation des impôts, aux États-Unis, on parle à nouveau de baisse. Regardez même au Portugal, ils parlent de baisser les impôts sur les sociétés. Bref, il y a, il y a des gouvernements, si vous voulez, qui comprennent un petit peu comment ça peut fonctionner et comment on peut pousser avec l'investissement le bien de tous. Et après, il y a des choses où on préfère se tirer une balle dans le pied. Mais bon, ça également, à mon avis, avant septembre, en France en tout cas, je pense pas qu'on aura grand-chose de neuf. Euh, et en attendant, on est dans du truc technique où on joue au ping-pong avec des joutes verbales. Donc au niveau du Brent, c'est ça qu'il faut regarder. Ce qui m'intéresse, si vous voulez, c'est de me dire, est-ce que le Brent peut réellement repartir vers le haut pour revenir chercher les 100? Pour moi, je pars du principe, comme je vous l'avais dit, que le monde et la plupart des banques centrales sont en train de baisser les taux. On a des statistiques de manufacturing qui sont en train de remonter. Le consommateur, oui, on a eu du ralentissement, mais c'est du ralentissement, si vous voulez, qui est logique, post-Covid, etc. Mais ça reste toujours très soutenu. Et si on prend le monde dans son ensemble, les pays émergents et même la Chine on commence à avoir des stats qui nous prouvent que ça relance plutôt bien. Donc pour moi, c'est un certain nombre d'éléments où je me dis, voilà, je me dis rotation cyclique, potentiellement rotation émergent, etc. On a un paquet de trucs qui peuvent se mettre en place. Et mon indicateur fétiche pour ça, bah, c'est l'euro-dollar. Et on le voit, l'euro-dollar, il a joué un petit peu à se faire peur avec les législatives en France, mais comme on se le dit souvent, c'est du court terme. À moyen terme, on reprend la tendance de fond, et la tendance de fond, si vous voulez, bah, c'est la construction dans cette figure en triangle symétrique ou en triangle ascendant. Et là, ce qu'on est en train de faire, c'est de sortir par le haut de notre triangle symétrique. Donc on est en train de reprendre la tendance qui était la nôtre juste avant les législatives. Je dirais que donc les législatives françaises nous ont repoussé le schmilblick à plus loin, mais ne l'ont pas changé. Et pour moi, on le voit donc dans cette idée-là, c'est l'idée que la Fed va commencer à baisser ses taux également, peut-être même accélérer plus rapidement que la BCE dorénavant et engendrer une baisse du dollar. Il faut savoir que quand vous êtes très endetté, etc., c'est aussi dans votre intérêt finalement de jouer avec votre monnaie. Donc ce qui va m'intéresser aussi, c'est que voilà, on ne peut pas se permettre non plus d'avoir un dollar qui est trop fort. C'est bien, mais pas trop bien. Si le dollar venait à redevenir fort, c'est clairement parce que le marché validerait qu'on n'a pas suffisamment anticipé que le ralentissement serait plus fort que ce qu'on a prévu. Ça serait la récession, etc. Et on aurait le dollar qui jouerait un rôle de protection. Donc pour moi, tant qu'on n'a pas ce scénario d'euro qui passe en dessous des 1,06, 1,05, on ne joue pas ce scénario-là, on joue le scénario de vases communicants et de flux qui vont chercher des cycliques, de la value et des émergents. Et j'inclus l'Europe là-dedans. Donc du coup, là aussi, on n'est pas loin du break, il faudra valider le break au-dessus des 1,9, 1,10 pour essayer d'aller chercher les 1,12. Il y a encore beaucoup de boulot, bien entendu. C'est une figure qui est encore longue, mais pour moi, ça reste la tendance de fond et donc le point principal à jouer. Si je vais regarder maintenant ce qui se passe sur les indices, je vais commencer par le Russell 2000. Et regardez le Russell 2000, il est en train de briquer ici par le haut sa figure de congestion maintenant depuis de nombreux mois. Donc pour moi, ça valide bien la volonté de jouer les rattrapages, de jouer la rotation, de faire du stock picking sur ce point-là. Vous pouvez toujours jouer l'indice, évidemment,
Heu, mais c'est, pour moi un point central que je trouve très important et très intéressant et on le voit, une petite consolidation au prorata de la hausse exponentielle, rien de bien méchant à ce stade, rien qui n'invalide, la tendance haussière, bien au contraire. Peut-être qu'on va, je pense, pousser un petit peu plus loin le bouchon pour essayer de revenir chercher les 20 000 points, pour trouver un support sur ce niveau-là, peut-être commencer à construire, mais en gros, voilà, il faut à un moment donné commencer à construire les figures. Donc je partirai sur cette oblique. Si les 20 000 points suffisent pas, je dirais 19 007 et commencer à construire dans cette zone. Tant que vous cassez pas ça par le bas, on peut pas parler de conso ou de correction. Bref, c'est de la conso au prorata de la hausse. On a quand même gagné 3 000 points en ligne droite depuis avril. Euh, on a quelques rotations qui se font comme ça. Il faut partir du principe qu'on va, on va jouer un petit peu à l'oscillateur entre les deux. Mais je pense que in fine, en fait, on construit la tendance qui s'améliore pour surpondérer un peu plus les petites capes et les valeurs cycliques, euh, contrairement aux magnifiques 7 qui ont bien donné et qui peut-être ont bien mérité une phase de pause et une phase de construction dans une figure. En tout cas, c'est plutôt le scénario que j'aurais sur le Nasdaq, mais toujours voilà, avec cette idée que ça reste bien haussier. Maintenant, il faut attendre, je dirais, et entreprendre les résultats. Et comme je vous ai dit, surtout les perspectives qui seront attendues au détour, et faire plus attention, j'ai plus peur de la volatilité qu'il peut y avoir et du yo-yo finalement, que qu'une baisse drastique, parce que même s'il y a une baisse drastique, par exemple, qu'on revient sur les 19 000 points, je partirai du principe qu'en mode trading, il faut les payer, et on joue les rebonds, et on devrait se retrouver avec des trucs qu'on n'a plus l'habitude, c'est-à-dire des séances à 2-3% à chaque fois de volatilité, comme on a eu hier. C'est des trucs où on n'a plus trop l'habitude, et où va falloir retrouver l'habitude, parce que quand vous êtes dans des hausses exponentielles comme ça, à avoir surpondéré, tant que ça marche, c'est génial, mais au bout d'un moment, si vous voulez, le marché est plus hésitant, et comme vous êtes surpondéré, ben, il faut vous habituer à avoir des séances sur votre indice de 2 ou 3% de volatilité, qui redeviennent un petit peu de la normalité. Donc ça, va falloir avoir la capacité de l'encaisser également. Si je vais regarder mon select dividende, c'est juste pour vous faire un petit point que la stratégie et la surpondération dorénavant et la surperformance commencent à revenir donc sur ces valeurs cycliques, ces valeurs value, ces valeurs dividendes. Et donc la stratégie équipondérée dont on parle déjà depuis quelques semaines comme étant certainement celle qui peut vous permettre de passer un meilleur été, elle aussi va commencer peut-être à porter un petit peu plus ses fruits. En tout cas, on a tout qui se met en place, ça reste encore à confirmer, mais c'est là-dessus, c'est le scénario, c'est l'hypothèse de travail dont on parle depuis un petit moment, qui commence, je pense, à bien se mettre en place. Quand on regarde l'or et l'argent, on a le même topo, ça reste des tendances qui sont bien haussières, on se remet aux portes du break pour tenter une cassure à la hausse, dont l'idée est toujours la même, qui est de se dire il va falloir plus d'endettement et donc, in fine, d'évaluation des monnaies, et je vais chercher un petit peu de la protection de mon cash, donc de l'or, de l'argent. Moi, pour moi, ça reste toujours très propre, tous ces aspects-là. L'argent également, on avait cassé le petit biseau ici. Donc, il nous manque encore la cassure de l'horizontale pour relancer la tendance haussière, mais on reste dans des bonnes dynamiques sur l'or et sur l'argent. Je n'ai pas grand-chose de plus à dire sur ça. Et on va terminer par le CAC 40. Et le CAC 40 qui est un petit peu mi-figue, mi-raisin, qui est bien coincé à ce stade-là. Les législatives, on voit, ont mis un bon coup derrière la nuque. On est venu fermer le gap des 7450 points, là, ou 7470. Et on tente des rebonds actuellement, mais pour l'instant, vous le voyez, cette oblique-là, qui avait servi de résistance et dont la cassure avait permis de faire naître un petit peu l'exponentielle, eh ben, elle resserre de résistance. Alors peut-être qu'on retournera la chercher, mais tant qu'on n'arrive pas à repasser au-dessus de cette zone des 7770, 7900 points, on ne peut pas parler de relance haussière. Pour l'instant, on a des bons rebonds, etc., mais qui restent sous résistance. Les supports sont validés, donc voilà, on est dans un espèce de cadre. Tant qu'on n'en sort pas par le haut, on ne peut pas relancer la tendance haussière. Et tant qu'on n'en sort pas par le bas, on ne peut pas parler qu'on va approfondir la correction vers certainement une zone autour des 7200 points. Ça serait l'objectif avec cette oblique ici, je pense. Pour l'instant, je lui donne beaucoup d'importance, donc cette zone des 7002
qui pour moi serait vraiment la pierre angulaire sur cassure donc de ces 7005 à peu près, ça serait peut-être ce qui serait à viser. Mais pour l'instant, on reste coincé, il n'y a pas plus que ça, mais là aussi, pour moi, faites attention à l'illusion des indices. Il y a beaucoup de choses qui sont très intéressantes. Du stock picking permet de surperformer pas mal les indices actuellement, contrairement à ces derniers mois. Bref, il y a des phases, il y a des cycles. Est-ce qu'on est au début d'un cycle voilà, de reprise et de rotation qui va durer plus que 2 séances? On va le voir. Ça sera le jeu de l'été. Si je vais regarder, donc maintenant j'en ai fini avec ça, et je vais aller regarder un petit peu quelques actions. Donc sur ADN, ce qui m'intéresse, vous le voyez, c'est la congestion qui est ici. Le scénario positif, ça serait de venir breaker ici et de relancer pour essayer d'aller fermer ce gap-là. On reste pour l'instant avec cet oblique-là. Si on casse cet oblique-là, par contre, il faut déserter, hein. Ça reste une belle boîte, etc. Mais il faut se méfier parce que les choses peuvent se retourner assez rapidement aussi. Suffit de mauvaises perspectives, ce que vous voulez, et on casse la poule aux œufs d'or. Pour l'instant, donc ça c'est une figure de congestion où je suis plutôt en observation et en attente. Ce que je trouve intéressant, c'est les chinoises. Vous le voyez, j'avais fait des petits gribouillis ici avec le scénario et le marché a l'air de suivre cet aspect-là. Donc ça va mieux sur les chinoises. On joue la remontada, donc là on a un bon boost, on aura peut-être un pullback ici, une bonne construction, mais l'idée c'est que ça y est, on va retenter ce qu'on avait retenté au mois de mai, c'est-à-dire une relance du retournement qui aura pour mission de revenir chercher cette zone des 90 $ et de la breaker. Et là, on devrait pouvoir s'ouvrir la voie des 120 $, ça sera 105, 120 $, ça sera au fur et à mesure, bien entendu, mais ça restera mon objectif. Au niveau de Amundi, on est là aussi dans la remontada, j'enlève les petits gribouillis de scénario qu'on avait. Là aussi, on remonte bien la pente. On voit, on est revenu chercher le support oblique, plus ou moins proche également du support horizontal. On a une bonne remontada qui se fait sur moyenne mobile 50 et zone de gap baissier. Potentiellement, ça peut être le prochain objectif. Donc en gros, on a des bons repères. Je veux dire, à moyen long terme, on reste positif sur Amundi tant qu'on va tenir cette zone des 61 €. Et le but pour relancer la tendance haussière, ça sera de fermer le gap dans un premier lieu et puis derrière d'essayer de sortir des 72 €. Donc pour moi, ça reste plutôt propre. Maintenant, il y a le scénario alternatif qui, je pense toujours, si vous voulez, que la bourse peut embêter le maximum de gens. Et pour embêter le maximum de gens, c'est très souvent pas d'être à la baisse, pas d'être à la hausse, c'est de vous faire une espèce de zigzag pendant des mois, avec plus ou moins de volatilité, donc bon pour les traders, mais pour l'investisseur, ça use. Donc je partirai plutôt sur ce genre de figure-là. On a eu la baisse, peur des législatives, ce que vous voulez. On a la remontada au prorata, et peut-être maintenant on a des phases de construction qui peuvent et doivent se mettre en place. Au niveau de Apple, vous voyez, on a une belle hausse exponentielle, sans remettre en cause la tendance haussière. On peut accepter qu'il peut y avoir un peu plus de volatilité qui nous fait revenir sur les anciens sommets, là aux alentours des 218 $. Donc comme vous êtes sur des pondérations assez fortes, vous comprenez bien qu'il suffit que ces grosses valeurs-là consolident ce qui serait normal, ce qui serait logique, ce qui serait sain, et ce qui ne remettrait pas en cause leur tendance haussière, mais pour autant qu'ils peuvent mettre donc une grosse pression baissière sur les indices, sans pour autant, là aussi, inverser la vapeur. Donc c'est juste une acceptation, je pense, que on peut se retrouver en face de plus de volatilité. Donc ça, il va falloir le prendre en considération et l'accepter, je pense, sur ces mois d'été. Donc là, voilà, rien à dire. Apple, c'est haussier. La consolidation, elle peut bien revenir jusqu'aux 218 $, ça ne changera pas le schmilblick, ça serait même sain. On n'a pas de construction de figure pour l'instant à se mettre sous la dent, donc c'est du yo-yo dans une tendance qui reste haussière. ArcelorMittal, c'est là où ça devient intéressant. ArcelorMittal, comme je vous le dis, c'est un truc où, sur le long terme, ça peut vraiment être l'indicateur qui vous permet de vous dire et de valider que oui, on a une rotation, un changement de cycle, c'est-à-dire que le marché se remet à accepter de payer plus cher des valeurs cycliques industrielles. Or, ces dernières années, ça n'a pas été le cas, tout a été pour la tech. Donc c'est ça qu'on regarde. Alors, ce que l'on voit, c'est qu'on a des phases qui durent plus ou moins longtemps, quelques semaines, quelques mois, où en effet on a une surperformance des valeurs cycliques versus les valeurs de croissance, mais ça dure rarement. La tendance de fond reste à la supériorité des valeurs de croissance.
Et là, la question que je me pose, c'est voilà, est-ce que les prochains mois vont nous permettre d'inverser cette vapeur et d'enclencher une tendance? Pour l'instant, ce que l'on a, c'est le yo-yo. Et est-ce que le yo-yo que l'on a maintenant, qui semble à nouveau émerger, pardon, je vais y arriver, c'est également juste un point de passage de quelques jours, quelques semaines, ou est-ce que petit à petit on va mettre en place la tendance? Et ça, pour moi, Arcelor, c'est la validation de ça. Vous le voyez, on est toujours dans le triangle symétrique, on est revenu chercher le support, on rebondit dessus. Bref, il y a encore énormément de boulot et je reviendrai positif et je commencerai à vous dire que oui, pour moi, on est en train de changer le cycle et on est en train de retourner la roue sur dépassement des 25. Et là, je commencerai à me dire, le marché se remet à acheter du tangible, il se remet à accepter, ces dernières années, je veux dire, toutes ces valeurs, entre guillemets, actifs tangibles, se payent 5 fois les profits et ça choque personne, c'est le prix. Mais moi, quand j'ai commencé la bourse, à une époque que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, euh, on acceptait largement de payer ces actifs tangibles 30 fois les profits. Donc c'est une question de mode. C'est de la même manière que j'ai des gens qui me disent est-ce qu'il faut que j'investisse dans les montres? Est-ce qu'il faut que j'achète une Porsche? Aujourd'hui, quand vous investissez dans des montres ou quand vous achetez des voitures, ça reste des passifs. Vous avez de la maintenance, comme de l'immobilier, etc. Vous avez de la maintenance, vous avez des coûts, vous avez des taxes, etc. Ça vous coûte de l'argent de maintenir ça. Et à la revente, suivant ce que vous achetez, vous avez une dépréciation. Alors il y a certaines marques, parce qu'elles sont plus à la mode actuellement, et ça peut durer pendant des années, certaines localisations en immobilier, etc., c'est pareil, vous avez donc une moindre dépréciation, voire une appréciation. Et là, c'est ce qui vous permet de vous dire que c'est un investissement. Mais en soi, ce que vous devez comprendre, si vous voulez, c'est qu'il y a aussi des effets de mode. Donc ça peut durer pendant des années, des fois, mais au bout d'un moment, la roue tourne, le cycle change, et la marque qui était à la mode n'est plus à la mode, et c'en est une autre éventuellement, qui voit sa cote de popularité augmenter et vous permettre de vendre plus cher éventuellement tout ça. Mais voilà, c'est comme en bourse, si vous voulez. C'est une question de mode. Il y a des cycles sur des secteurs d'activité, sur des actions où tout le monde en veut, et donc tout le monde accepte de payer un premium par rapport à la valorisation du groupe. Et puis, il y a des titres dont personne ne veut, et là, c'est pas cher, mais ça le reste. Donc c'est clairement, comme je vous le dis souvent, une affaire de flux, et une affaire de timing, et une affaire de mode, finalement. Donc, et surtout, en tant qu'investisseur, ce qui est important, c'est de jamais être attaché à une mode. Et donc, pas se dire que une Porsche, par exemple, ne se dépréciera jamais parce que bah, tout le monde en veut une et tout le monde va continuer d'en vouloir une. Peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Peut-être que dans 5 ans, vous avez une crise, un truc, un machin, et vous vous retrouvez avec un flux de Porsche sur le marché. Les montres, c'est pareil, Rolex et tous les constructeurs, vous avez une demande qui est en train de baisser maintenant, mais qui a connu un pic en 2021-2022, et tout le monde s'est mis à avoir à augmenter sa production. À un moment donné, vous êtes en surcapacité, à un moment donné, vous êtes obligé de baisser les prix, à un moment donné, vous avez un certain nombre de personnes qui sont obligées de vendre parce qu'ils ont cru qu'ils faisaient un investissement et c'était un terrible investissement. Et donc, vous avez une suroffre, une surcapacité, une suroffre. Même chose pour Rolex, je veux dire, ils ont beau faire tous leurs trucs marketing, les listes d'attente, les trucs, les machins, à un moment donné, ils ont 50% du marché aujourd'hui, même plus. Mais à un moment donné, quand vous produisez à la chaîne, ça reste aujourd'hui de la production à la chaîne, et que vous faites naître des nouvelles usines, bah, à un moment donné, si vous voulez, offre et demande. Ok, donc c'est exactement la même logique en bourse. Aujourd'hui, personne ne veut de ArcelorMittal, donc ça se paye 5 fois les profits. Mais ne pas oublier que demain, sans que les profits ne changent éventuellement sur ArcelorMittal, le marché peut décider de dire, il y a de l'actif tangible, je suis dans un processus à un moment donné où mes taux baissent, mais ne vont pas baisser plus que ça. Il y a des gros capex qui doivent passer, mais une fois que c'est passé ça, on est dans la production plus verte et compagnie. Et j'ai toujours besoin de plus de sidérurgie dans le monde de demain. Je dois toujours dans le monde globalisé de demain. Donc, et potentiellement, ben, je peux accepter de payer 10 fois les profits. Donc sans que rien ne change, si j'ai des raisons X ou Y qui font que le marché veut et accepte de payer 10 fois les profits, mon titre double. C'est aussi simple que ça. Euh,
Donc, n'oubliez jamais que c'est des effets de mode et que c'est pas parce que le dernier effet de mode a duré 15 ans qu'il peut encore en durer 15. Ok? On n'en sait rien. Il faut le suivre, bien entendu. Ça ne veut pas dire que la tech est foutue, la tech n'est pas intéressante. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. La tech, c'est l'avenir, c'est demain, ça a toujours été intéressant. Mais il y a des cycles de marché où on accepte de payer la tech 15-20 fois les profits. Et il y a des cycles où on accepte de la payer 30-40 fois les profits. C'est ça que l'on joue. On joue ces phénomènes de cycle et c'est ce que je joue moi d'un point de vue dynamique. À long terme, si vous voulez, c'est-à-dire à horizon 10 ans, vous verrez toujours qu'une boîte suit la croissance de son chiffre d'affaires et de ses résultats. Mais sur des données de 2-3 ans, donc sur de moyen terme, les meilleures revalorisations, c'est quand le marché change d'avis. Et donc qu'il y a un effet de mode et donc des flux qui rentrent qui permettent de revaloriser des boîtes. C'est ça pour moi, les plus gros pourcentages, c'est dans les phénomènes de revalorisation des boîtes et des secteurs d'activité et donc de changement de cycle que le marché fait. C'est ça, moi, qui m'intéresse le plus. Donc ArcelorMittal, tout ça pour dire que ArcelorMittal, j'avais prévu de faire court. Euh, ArcelorMittal, ça fait partie voilà, de cet indicateur-là. Pour l'instant, on est sur le bas de la figure, donc je ne vais pas vous dire le contraire, c'est pas Jojo. Ça reste dans les clous, mais ce que je veux voir maintenant, c'est la réaction, la remontée au-dessus des 25 euros, et là, on aura le discours. On pourra tenir le discours un petit peu plus, qui fera un peu plus consensus. ASML Holding, c'est sur les plus hauts, on est allé au-dessus des 1000 euros pour le plaisir. C'est haussier point barre. Oui, ça peut consolider, vous pouvez faire un truc comme ça, etc. Mais c'est des tendances qui vont rester haussières, mais c'est des tendances sur lesquelles il faut accepter peut-être un peu plus de volatilité à venir. Les minières également, ne pas oublier. Aurubis, on le voit, alors peut-être qu'elle fera ça entre-temps, mais toujours est-il que pour moi, c'est une belle valeur où si on a le break par le haut là qui se fait, on a un bon retournement de tendance, et donc vous le voyez, des flux et un concours de mode qui sera remporté par les trucs un petit peu plus sales. Boliden, c'est pareil. On a eu la première poussée, la conso, on joue le retournement maintenant et la relance de la tendance haussière. Pour moi, on reste très propre, très positif au-dessus des 328 euros. Les minières comme Core Mining, etc., aussi, on le voit, on était dans une petite conso intermédiaire qu'on break par le haut. Donc là aussi, on a bien anticipé la baisse des taux, etc. Alors au bout d'un moment, il va falloir un petit peu se calmer, bien entendu, et rentrer dans des figures un petit peu plus larges. Je mets cet oblique ici parce que je pense qu'on y reviendra. Donc là aussi, c'est des titres qui peuvent être très volatiles, où il faudra accepter certainement des figures de construction larges, mais ça va rester pour moi des retournements très intéressants à moyen long terme. Sinbaye, donc là c'est plus de la platine, alors font Palladium et compagnie, c'est plus en retrait, il n'y a pas de signal encore à ce stade-là. On voit qu'on est en train de congestionner dans cette zone. Il va falloir réussir à tenir. Ce qu'il faut éviter à tout prix, c'est de repasser en dessous des 4 dollars. Là, ça serait moche. Mais là, voilà, on a commencé à avoir une zone, un petit peu de construction et de congestion. Ça serait intéressant de breaker par le haut, puis de revenir derrière sur notre résistance ici, parce que là, on commencerait à activer le retournement. Je pense que c'est un truc qui peut prendre un peu plus de temps, demander un peu plus de temps à maturer. On voit qu'on n'est pas sur une configuration qui est très mature. Mais voilà, on a stoppé la baisse, on fait du yo-yo pour l'instant. Et là, l'idée, voilà, c'est soit on casse par le haut et donc on valide un retournement de tendance, soit on casse par le bas et vous relancez la tendance par le bas. Là, c'est une zone de neutralité, c'est une zone de trading éventuellement où il y a des bons mouvements à jouer. Il y a quand même 50% de delta, hein, c'est pas rien. Mais il faut accepter le yo-yo parce que c'est ce qui permet de maturer la tendance jusqu'au moment où on sera dans les bons niveaux pour jouer le break haussier. Des Richebourg également, c'est quelque chose que je trouve très intéressant à moyen et long terme, dans cette idée justement que le marché, à un moment donné, par phénomène de cycle, il accepte de revaloriser des boîtes comme des Richebourg. Donc pour moi, le yo-yo est assez puissant là-dessus aussi, hein, c'est assez erratique quand même, faut pas l'omettre. Mais toujours est-il que pour l'instant, on continue à valider des plus bas qui sont de plus en plus hauts, et donc une construction de retournement. Emeis également, donc ex-Orpea, ça, typiquement, pour moi, on voit, c'est l'exemple même du titre qui profite du fait que les taux baissent, donc c'est bien pour la dette et compagnie. On sait qu'ils ont revalorisé une bonne partie, mais il reste encore pas mal de choses à faire. Donc j'ai loupé mon entrée dessus, on m'a re-entré dessus. Ce que je valide bien ici, c'est l'oblique et donc
la figure, avec la médiane qu'on est en train de travailler dans cette zone ici, la zone des 12,30, 13 en gros. Donc il va falloir recasser ici par le haut, revenir chercher la résistance et breaker ça. Et là, on aurait un renouveau sur Orpea, maison de retraite, ce que vous voulez. Et croissance également, ça fait partie des valeurs qui sont chouchou, qui devraient remonter la pente, etc. Mais en attendant, il y a toujours une pression qui est forte à la baisse, essentiellement sur les valeurs qui sont pas très liquides. Donc indépendamment des fondamentaux, etc., les législatives ont quand même cassé les pattes arrière de toutes ces petites boîtes qui sont pas très liquides, sur lesquelles éventuellement il y a une pression d'un certain nombre de fonds qui sont obligés de sortir par sécurité, etc., je sais pas, et qui mettent une pression baissière. C'est pas mal pour nous particuliers, si vous voulez, parce que ça peut toujours nous permettre de revenir sur des niveaux de prix qui peuvent être des niveaux de prix intéressants pour le long-termiste. La zone des 40 euros, pour moi, ça reste mon objectif in fine. Si le titre venait à revenir sur les 40 euros, je pense que j'en prendrais par anticipation, parce qu'il n'y aurait pas de signal graphique, mais je pense que voilà, ça serait une bonne zone. Alors, et on n'est pas obligé de revenir sur les 40 euros, on peut très bien s'arrêter sur les 46, travailler une espèce de double bottom. Bref, pour l'instant, on n'a pas grand-chose à se mettre sous la dent, on peut même s'arrêter ici, on le verra. Il nous faut des chandeliers en plus pour commencer à construire une figure. Pour l'instant, on n'a pas grand-chose. Sous les 55, ça reste quand même difficile. Et si on commence à lâcher un petit peu sous les 46, j'ouvrirai le potentiel à 40. Donc voilà, ça se met sous observation. Et ramé également, actifs tangibles et compagnie, on voit que c'est toujours très propre. On a doublé et on reste dans les clous. Un petit peu de volatilité avec les législatifs, mais on est revenu au-dessus des 100 euros. On construit dessus. Et pour moi, on va essayer de relancer vers la zone des 120, voire plus si affinité. Pour l'instant, ça reste tout à fait dans les clous. ESSO continue de corriger. Je vous avais mis l'oblique ici. Alors peut-être que voilà, on peut l'ajuster un petit peu. On voit qu'on est venu la chercher. Donc vous voyez la volatilité, hein. 200, vous avez 60 euros de volatilité, ça ne change rien à votre schmilblick de la tendance sur le long terme. On n'omet pas que vous avez les résultats qui vont sortir, ils ne devraient pas être terribles parce qu'il y a eu un incendie, un truc, un machin. On peut penser que le marché a quand même anticipé dans sa correction récente cet aspect-là, mais toujours est-il que quand c'est arrivé, je veux dire, ça n'avait pas empêché le marché de continuer de faire grimper. Donc vous voyez que le concours de beauté et les flux peuvent être plus forts également que les news. Et même les mauvaises news, on ne va pas les interpréter d'une manière mauvaise parce que le flux est tellement puissant. Donc ça aussi, c'est un bon exemple. Et ça, pour moi, c'est un bon exemple, si vous voulez. C'était que, en gros, toutes les petites mauvaises nouvelles qu'il pouvait y avoir il y a encore quelques années sur ce titre-là, alors que les fondas étaient ce que c'était, ça se payait vraiment très peu cher, mais ça a continué de se payer peu cher pendant des années. Et puis à un moment donné, le marché se retourne, changement du concours de beauté, les flux arrivent et ça change tout le schmilblick. Donc là, voilà, je partirai sur du principe qu'on est en train de construire ce genre de figure-là. Vous voyez que c'est très large. Euh, dans le yo-yo éventuel. Eurofin scientifique, même idée, on était dans une tendance qui reste baissière, on a eu l'attaque, là, c'était Muddy Waters, qui a cassé un petit peu les pattes arrière de l'amélioration de la tendance qu'il y avait. On a un bon rebond qui se fait maintenant au prorata. Je pars du principe qu'il faut rester quand même méfiant sur la valeur, donc sauf si on commence vraiment à avoir une amélioration graphique, qui peut prendre là maintenant encore du temps, ou si on a une nouvelle attaque de Muddy Waters ou peu importe, qui nous ramène le titre vers les 35 euros, je reste pour l'instant encore observateur là-dessus. Eutelsat, on a ce type de valeur qui revient un petit peu sur le devant de la scène. Alors, c'est pas. Tiens, pour Equasens, je voulais vous parler de CGDIM également, qui est ce même secteur d'activité. C'est une tendance, on le voit aussi, qui est à la baisse actuellement. Et ce que je veux voir, c'est que à un moment donné ou à un autre, l'idée, c'est que je me dis, il ne peut en rester qu'un. Est-ce que Equasens ferait pas une offre sur CGDIM? Voilà, c'est ce genre de truc que je commence à réfléchir à un moment donné. Je vois qu'il y a pas mal de patrons qui commencent à racheter du CGDIM et compagnie. Mis à part si j'ai loupé l'info, j'ai pas trop vu ça sur Equasens. Donc voilà, c'est une tendance qui est baissière. Mais à un moment donné, je me fais une réflexion un peu plus fonda. Voilà, donc
on a une congestion qui est en train de se mettre en place. Si on commence à avoir un truc comme ça, on peut commencer voilà, à avoir une bonne base de retournement qui se construit sur ces GLIM, avec pourquoi pas une sortie de la cote à un moment donné ou à un autre. Alors après, son passif, quand vous regardez le graphique, ça donne vraiment pas envie. Quand vous regardez les croissances, le graphique donne beaucoup plus envie. Sur le long terme, ça a été une croissance, et ce n'est que depuis 2 ans qu'on a une correction de cette phase de croissance-là, alors que CGDIM, c'est une tendance qui est baissière depuis 10 ans. Et on le voit, même le rebond de 2023, je veux dire, a coupé court. Donc, ce qu'il faudrait pour commencer à valider du retournement, vous voyez, voilà, c'est commencer à valider des rebonds ici, valider du retournement. Mais il peut y avoir un aspect spéculatif. Donc voilà, ça fait partie des trucs où on se dit, bah, je me mets une ligne sous le coude et je commence à regarder ça. Eutelsat, donc on a stoppé l'hémorragie. Alors c'est loin d'être fini. Mais on voit que ça bouge pas mal. Pour du trading, ça peut être intéressant comme valeur. On tient bien l'oblique, donc on peut faire pas mal. On a un bon repère, donc ce n'est que si on casse par le bas qu'on abandonnera le schmilblick. Mais du coup, on a une construction de figure de retournement qui peut se mettre en place. Au niveau de Fouten Pajot, on voit qu'on a pas mal corrigé le tir. On a le rebond ici. Et c'est intéressant puisque maintenant on commence à se dire, bah ouais, c'est normal parce que l'activité, on est sur un top de marché en gros sur l'activité. Ok. Euh, mais c'est des choses qu'on pouvait se dire il y a déjà 1 ou 2 mois et qui n'ont pas empêché le titre hein, de grimper de 120 euros à 140 sur la base des résultats, donc du passé quelque part. Et là, le marché décide de se projeter sur l'avenir et de se dire, ok, ça va peut-être être un petit peu plus compliqué pour la suite. Ça reste néanmoins une boîte qui a l'équivalent, je crois, de 70 euros par action de trésorerie. Voilà, vous avez quand même une base fonda. Mais c'est ça aussi que vous devez comprendre en bourse, c'est le marché décide de voir A, et même s'il y a des mauvaises nouvelles, ou qu'on peut projeter des mauvaises nouvelles, on ne va pas contre le consensus et contre le flux. Par contre, on le garde en tête parce qu'à un moment donné, quand le marché va décider de valoriser les mauvaises nouvelles, qui sont les mêmes, qui pouvaient être anticipées il y a déjà plusieurs mois, mais qui décidaient de ne pas voir, vous avez ce genre de choses. Évidemment, il y a les législatives qui sont venues par-dessus, le fait que le titre est illiquide, etc., bien entendu, mais c'est dans l'explication de bien comprendre un petit peu ce phénomène un petit peu de mode que vous avez en bourse, de flux qui sont plus forts que tout et plus forts que ce que vous pouvez anticiper, et donc de frustration que la bourse peut créer dans beaucoup de personnes qui réfléchissent peut-être un petit peu trop, parce qu'elles ont raison dans le fond, mais jamais au bon moment. Et ça crée de la sous-performance. Et donc de bien comprendre, si vous voulez, que vous avez toujours un délai. La bourse peut très bien anticiper plusieurs mois à l'avance, et parfois être en retard plusieurs mois ou plusieurs semaines avant que de décider de valoriser les mauvaises nouvelles que l'on pouvait déjà anticiper, par exemple. Donc ça, c'est quelque chose toujours à prendre en considération. GTT, on avait purgé jusqu'à la zone des 117 euros. On fait la remontada maintenant. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir où est-ce qu'on va bloquer. On reste, vous le voyez, dans la construction des figures larges. C'était ce dont j'avais parlé depuis de nombreux mois. C'était l'idée de se dire, le risque, c'est pas que les tendances se retournent à la baisse. Le risque, c'est de retrouver de la volatilité et d'avoir des figures larges qui se mettent en place. Et typiquement, pour moi, GTT est un bon exemple. Sans avoir remis en cause pour l'instant sa tendance haussière, on voit qu'on est en train de faire du zigzag très large, qui est une figure de neutralisation, mais c'est très large et donc personne ne le voit comme une figure de neutralisation parce que on se retrouve avec des gains, si vous voulez, de 10 ou 15% si on achète le rebond et on se dit qu'on est le meilleur des mondes. Guillemot, on avait fait la correction sur la zone des 5,70 €, donc on a une volonté de rebond. Je pars du principe qu'il y a un retournement à jouer sur Guillemot, sur le secteur du jeu vidéo, mais Guillemot a cet aspect spéculatif où on peut penser à un moment donné que ça sera retiré de la cote. I Am Gold, c'est comme Curve Buying. On avait la consolidation qui s'était faite. Ça suit globalement le scénario. Éventuellement, on viendra refermer le gap, mais l'idée, voilà, c'est la grosse figure assez large, volatile donc, mais dans une figure qui est toujours haussière, et si ça casse par le haut, je pense qu'on peut s'ouvrir probablement la zone des 5,70 à 6 $. Kering revient un petit peu d'entre les morts. On va voir, après il faudra que les résultats confirment, hein, c'est loin d'être une belle tendance. Hein. Pour l'instant,
on va dire qu'on a stoppé un petit peu l'hémorragie, on se fait un rebond mais qui bloque sur cette zone des 350 euros, donc ça sera le morceau à passer pour espérer un petit peu plus et surtout notamment s'affranchir derrière de cet oblique. Donc on a un yo-yo qui se met en place où on essaye de stopper l'hémorragie à ce stade-là. Ça se regarde, la congestion qui peut se mettre en place. La Gardère, ça peut être une valeur défensive pour celles et ceux qui recherchent ça actuellement. J'en avais parlé un petit peu plus tôt sur l'Académie des Graphes et on voit qu'on continue de performer un petit peu ces derniers jours. On a là aussi des constructions et des breaks qui sont éventuellement à l'œuvre. Voilà, il y a encore beaucoup de boulot, mais ça peut être une bonne valeur défensive. Il ne faut pas s'attendre à des 100 et des 1000, mais elle est dans le bon sens. LVMH est revenu plus ou moins sur la zone de gap, etc., ce qui a déclenché son rebond. Ça reste du rebond technique à ce stade. Honnêtement, LVMH pour moi aura beaucoup de mal tant qu'on ne repassera pas les 770 euros. Donc il faut considérer que c'est du rebond technique, que c'est du trading encore à ce stade, et qu'on reste dans des figures très larges là aussi, de construction, de neutralisation, et qu'on reste dans le bas de la figure à ce stade-là. La grosse méfiance évidemment, c'est si on commence à lâcher par le bas, s'ouvrir cette zone des 600 euros, c'est pas du tout impossible, et ça pourrait même accélérer la baisse. Donc certains y voient une opportunité. Je serais plus partagé et prudent encore à ce stade-là, parce que graphiquement parlant, j'ai pas grand-chose. Morel et Prom, là, on est dans une tendance qui est haussière, qui est en train de corriger et de revenir dans la zone de support médian qui est aux alentours des 5,80 à 5,60 €. Donc ça reste positif au-dessus de ce niveau-là, on congestionne. Si on rejoue le pétrole, on joue le break de cette oblique pour essayer de s'ouvrir, je pense, la voie des 8,50 €. Pour l'instant, ça reste toujours très propre, mais voilà, les figures sont larges, hein. MJ Digital, ça fait partie de ces petites boîtes que je vous avais présentées. On avait pu jouer le rebond là entre 14 et 22. Mais l'idée maintenant, c'est de se dire, c'est au payable et compagnie, ça on le sait depuis de nombreuses années, ça n'a pas empêché le titre de passer de 50 € à 14. Mais ce qui va nous intéresser, c'est voilà, est-ce qu'on est capable de commencer à faire un truc comme ça? Là, ça serait plutôt positif pour le moyen terme. Donc les 19 €, là vous le voyez, que je mets en pivot. Donc ça se tente, ça se joue. Si on commence à casser ici par le bas, faut rester méfiant parce qu'en fait on repousserait l'échéance à plus tard. Mais ici, si on commence à avoir des bons chandeliers, etc., ça commencera à bien congestionner, ça permettra d'être positif sur les petites capes, etc. Nexity, j'ai toujours beaucoup de questions sur cette valeur-là. Alors baisse des taux et compagnie, oui, mais attention, hein, ça va pas non plus sauver le schmilblick. On a la baisse des prix qui commence à accélérer sur l'immobilier. Encore, ça dépend lequel, bien entendu. C'est toujours pareil. Il y a des effets de mode, comme j'ai parlé un petit peu plus tôt sur la vidéo. Donc il y a des trucs qui baissent plus que d'autres. Mais sur Nexity, pour l'instant, on valide, on va dire, le support à 8,50 €. C'est cette zone-là qu'il va falloir bien tenir. Il y a du rebond qui peut se mettre en place, mais on voit qu'on a une oblique ici. Donc pour moi, je le jouerai en deux étapes, si je dois le jouer. C'est la cassure de cette oblique ici, qui permet de se mettre la tête hors de l'eau et de commencer à faire des plans de retournement, avec une cassure des 13 € qui permettrait de le valider. À ce stade-là, pour l'instant, je suis que dans du rebond technique, j'ai pas grand-chose. Donc la tendance de fond reste baissière, donc je reste méfiant sous les 8,40 € et des brouettes là, que je lâcherai un petit peu plus fortement, certainement, pour revenir chercher, pourquoi pas, les 6 €, voire moins. Mais à ce stade-là, voilà, j'ai une temporisation qui est en train de se mettre en place à observer. Nvidia, donc pour moi, on va la jouer simple, c'est que je la jouerai comme ça. Donc là, vous voyez, le gros chandelier, mais ça ne change rien au schmilblick, hein. N'oublions pas que vous voyez, quand on avait fait la hausse de quasiment 80 $ jusqu'à 140, quasiment un x2, on était passé ensuite de 140 $ à 120. Donc on avait perdu 20 $. En soi, ça avait fait peur et ça avait dit, ok, c'est le top, etc. Mais en soi, c'est un retracement qui est tout à fait logique et normal et ne remet rien en cause. Donc là, c'est la même chose. Les chandeliers que vous voyez commencent à être bien épais. Comme les valeurs sont surpondérées dans les indices, ben, ça impacte aussi les indices. Donc cette volatilité peut vous impacter et peut vous faire penser que c'est la fin du schmilblick, alors qu'à ce stade-là, ben, éventuellement, on attaque plutôt juste de la construction. Donc à voir, support à 120 $,
congestion dans ce triangle, et là, ça casse. Soit par le haut, vous ouvrez la zone des 150 $, soit par le bas, et là, en effet, on parlerait d'une correction plus poussée et plus forte, très certainement, pour revenir chercher jusqu'à la zone des 100 $. Et là encore, même si on venait à revenir sur la zone des 100 $, ça ne remettrait pas en cause la tendance haussière de fond, et ça serait potentiellement un point d'achat. Mais c'est juste que vous voyez, avec la pondération que ça peut avoir, l'impact que ça peut avoir sur les indices, et la volatilité qui peut avoir un impact sur le mental, etc. Donc c'est ça dont je vous parle, c'est ça qui est à l'œuvre actuellement. Mais sinon, faut accepter cette volatilité-là, parce que ces valeurs-là peuvent énormément bouger, mais sur leur long terme, sur leur configuration, ne rien changer encore pendant un long moment. Au niveau de Orange, on a le rebond au prorata qui est en train de se mettre en place, donc on commence à arriver sur les zones de résistance. Ce qui me plairait un petit peu plus, voilà, c'est qu'on fasse pas trop de conso et qu'on aille chercher l'oblique ici, et ensuite qu'on travaille cette zone-là et qu'on finisse par casser par le haut. Là, évidemment, c'est le scénario idyllique, hein. Et à ce stade-là, voilà, c'est ce que j'essaierai de jouer éventuellement pour l'aspect défensif de Orange. OVH, c'est une tendance qui est baissière. À ce stade-là, on est en train de travailler ce petit triangle ici. Donc on a besoin de casser ici par le haut, puis l'oblique, puis l'horizontal pour donner le signal. Au niveau de PayPal, c'est pas Jojo. À ce stade-là, elle est un petit peu oubliée, on va dire. J'ajuste un petit peu ma config, mais c'est dans l'idée, en gros, congestion ici, je vais mettre ma médiane ici, donc j'ai besoin de revenir au-dessus des 63 $, graviter dans cette zone-là pour me remettre dans des bonnes dispositions pour jouer le break. Au niveau de Pierre et Vacances, je suis positif aussi là-dessus, on est toujours dans une large figure. Là aussi, j'ai une médiane qu'il va falloir réussir à passer et à tenir ensuite pour graviter dans le haut de la figure pour se dire j'ai une probabilité de breaker par le haut. Donc c'est ce que j'essaye de jouer. Rheinmetall et l'armement au sens large, on le voit, je vous avais dit, là aussi il faut s'attendre à un petit peu de volatilité pour construire une figure plus large. C'est ce qu'on est en train de faire, mais vous voyez, assez rapidement, on s'est remis dans les bonnes dispositions. Si on arrive à breaker ici par le haut, on devrait pouvoir relancer la tendance haussière. Toujours est-il que, voilà, on commence, je pense, à avoir bien valorisé un petit peu l'avenir, même si, pour moi, on va continuer à le faire, mais vous pouvez avoir une phase intermédiaire de construction de figures, ce qui est tout à fait logique. Vous voyez, vous pouvez avoir pas mal de volatilité sans pour autant remettre en cause la tendance haussière encore à ce stade. C'est trop tôt pour le faire. Ensuite, vis-à-vis de la guerre en Ukraine, on voit que c'est certainement trop tôt aussi pour penser pour l'instant que ça va s'arrêter. Il y a les élections américaines qui peuvent ou pas jouer un pivot. Je pense qu'il y aura une différence entre aussi les promesses de campagne et ce qu'on pourra réellement faire sur le terrain. Je sais pas, je mets pas ma main à couper parce que j'en sais rien, mais à ce stade-là, voilà, je pense que il y a 6 mois encore éventuellement à jouer, mais ça n'empêchera pas, si vous voulez, la remilitarisation. On le voit avec les Chinois en Biélorussie, on commence à montrer un petit peu les gros bras. Est-ce qu'il faut s'en inquiéter ou pas? Je ne sais pas, mais on est un petit peu à nouveau dans une espèce de guerre froide. Donc l'armement, pour moi, c'est toujours dans des configurations qui sont haussières à ce stade-là, malgré des retracements qui peuvent être vus comme puissants, mais qui ne remettent pas grand-chose en cause encore à ce stade. Ruby, on le voit, on était revenu sur cette zone, alors j'ai gommé le truc des 25 €, 26 €. Ça permet de faire le rebond. C'est pas non plus le rebond de l'année, hein. Ça reste un petit peu mou. Bref, il y aura peut-être une petite construction à faire en plusieurs étapes, mais pour moi, il y aura ce niveau. Entre les 26 et les 30 €, on reste coincé dans une neutralisation qu'il faudra repasser par le haut pour relancer le Schmilblick à ce stade-là. Hop, j'ai cliqué au mauvais endroit. Sartorius, est-ce qu'on a touché le point bas? Je reste dans mon idée de biseau descendant. Donc, on a touché un point bas qui nous permet de faire le rebond. Pour l'instant, c'est trop tôt pour parler de retournement et compagnie. On n'est pas à l'abri de revenir chercher un autre point bas aux alentours des 130 € un petit peu plus tard. En tout cas, c'est la zone. Je partirai du principe que Sartorius, si on se projette à 2 ans, 3 ans, je pense que cette zone-là est une zone d'intérêt. Après, graphiquement parlant, d'un point de vue timing, il y a encore du boulot. Donc là, on a une bonne réaction.
qui démontre que la figure est bien validée, mais il va falloir encore, je dirais, améliorer les choses et patienter pour plus que du rebond. Solaria, là aussi pour l'instant on le voit que c'est du rebond au prorata de la baisse que nous avons connue depuis 2024. Donc on a ce gros morceau là des 13 euros qui sera passé pour plus si affinité. Si on recasse ici par le bas, il y aura la construction de la figure qui prendra un petit peu plus de temps. Donc là aussi, un petit peu d'observation. Autre figure en biseau descendant sur solution 30. On est venu toucher le bas, on rebondit. C'est un petit peu comme Sartorius, là, dans l'idée. C'est qu'on tient la figure, si vous voulez, on fait le rebond au prorata, mais avant de redevenir positif sur le moyen terme, il y a encore sacrément du boulot. Pour autant, la valeur se suit. Stellantis, même idée, on est revenu, je vais faire mon petit gribouillis, on est revenu sur la zone de support, pour l'instant on y réagit, donc il va falloir y réagir un petit peu plus fortement que ça pour revenir chercher la zone de 19,50 €, congestionner dans la zone et puis réussir à breaker pour revenir in fine dans cette zone des 21 €, 21,50 €. Ça serait conserver l'oblique ici et conserver donc la tendance haussière de fond, mais on le voit, votre pivot est là pour repartir de l'avant. Donc encore du boulot. ST Microelectronics, on a sauvé là aussi les meubles. Alors mon oblique mérite peut-être d'être un petit peu mieux tracé, mais pour l'instant on sauve les meubles. Là, tac, ouais, dans cette idée-là. On a une bonne congestion ici, et il va falloir me faire un truc comme ça pour que je redevienne positif sur ST Microelectronics. Donc là, on est sur les niveaux qui sont à tenir. Ok, si on commence à lâcher ça, j'ouvre l'objectif à 32 €. Téléperformance également, il y a du mieux. On le voit, donc il y avait la bonne congestion et la construction dans le triangle. On commence à vouloir en sortir par le haut, si on l'ajuste un petit peu. Tant qu'on tient les 104 €, je pense qu'on peut rester positif sur la tentative de break, il va falloir la valider. Sur la cassure des 115, on se réouvrirait, je pense, l'idée, in fine, de revenir chercher cette oblique. Pour l'instant, elle gravite autour des 147 €. Alors peut-être pas en one shot, mais ça reste l'idée. Évidemment, sous les 103 € et a fortiori sous les 97, on redeviendrait un petit peu plus prudent. En tout cas, ça mettrait un petit peu plus de temps à construire dans la figure. Tesla a fait une sacrée remontada de plus de 50% en l'espace de un mois. C'est normal, là aussi, à un moment donné, qu'elle consolide au prorata. Ça a un impact, évidemment, sur le marché, mais regardez, euh, est-ce que le retour qu'on est en train d'avoir n'est pas un simple pullback sur cette ancienne oblique cassée par le haut? C'est ce qu'on va valider. Donc il faudra au passage fermer ce gap ici. Mais si on arrive à tenir cette zone-là, on construirait peut-être une figure ici qui est une figure qui continuerait de valider la volonté de relance de la tendance haussière sur Tesla. On peut se dire ce qu'on veut sur Tesla, les ventes de voitures, les trucs, les machins, mais à ce stade-là, le graphique est ce qu'il est. Donc on peut avoir évidemment une réintégration de la figure, ce qui serait pour moi un bémol. Il y aurait toujours du rebond à jouer, je pense, si on revenait dans cette zone des 215 €, 215 $, pardon. Mais on casserait la dynamique. Si on est vraiment positif sur Tesla et qu'on pense qu'elle peut relancer le Schmilblick, ça serait bien de s'arrêter ici, dans l'idéal. Thales également, boîte d'armement, cybersécurité, etc., qu'on connaît bien par ici. On a corrigé un petit peu comme tout le monde pendant les législatives, on est en train de congestionner, donc on a besoin de faire un truc comme ça pour relancer le Schmilblick. Donc là, si on commence à casser par le bas, ça serait mauvais et on irait refermer le gap ici sur les 140. Ça casserait un petit peu la dynamique, je trouve. Total Énergie, on reste là aussi dans une phase de construction. On valide un petit peu cette oblique ici qu'on tient pour l'instant. Il y avait cette double oblique ici. Bref, dans l'idée du biseau descendant ici. Donc on zigzag à l'intérieur de ça. Ce qui serait bien, c'est de réussir à breaker, mais voilà, on n'oublie pas que éventuellement ça peut mettre un petit peu plus de temps que ça en termes de scénario. Bon, pour l'instant, je serais tendance à rester assez neutre, mais comme on l'a vu un petit peu plus tôt dans la vidéo, le pétrole se regarde. Mais pour l'instant, voilà, les valeurs pétrolières n'en profitent pas trop. Alors ça dépend lesquelles, hein. Euh, Valco, qui est un bien plus petit truc, là, on le voit, avait bien boosté ici, fait sa conso là, et là, on est en train de breaker par le haut. Donc j'essaye de rejouer un retour sur la zone des 7,40 $, 7,50 $. On verra si ça fonctionne, mais ça fait partie des idées. Ubisoft également s'est réveillé dernièrement.
On le voit, on avait breaké ici cette petite oblique qui me faisait dire que peut-être qu'on va revenir chercher les 17 € dans une idée de biseau descendant. Il n'en a rien été, on s'est arrêté à nouveau sur le support des 19 € et on fait une remontada et donc on se remet dans la congestion. Donc là, ce qui est important, c'est de tenir cette zone des 21 €, congestionner ici, puis valider, c'est-à-dire breaker par le haut. Et là, on commencerait à se dire retournement, ce qui serait plutôt pas mal pour l'ensemble du secteur des jeux vidéo. Valeo, donc tout ce qui est équipementier auto, c'est toujours une tendance qui est baissière, mais qui stoppe un petit peu l'hémorragie à court terme. On a toujours une volonté de break ici par le haut et de relance. Toujours pour moi les 12 € qui restent quand même un gros bloc de résistance. Donc c'est un petit peu jeune, c'est un petit peu trop tôt. Pour du trading, pourquoi pas. Pour celles et ceux qui se disent oui, j'achète la valeur et puis j'éteins l'ordi pendant 3 ans, pourquoi pas. C'est pas mon profil, surtout qu'éventuellement on ira chercher les 5 € entre-temps. C'est pas impossible. Pour l'instant, voilà, on reste dans le canal. Il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent, si ce n'est que du rebond technique. On essaye de stopper l'hémorragie là. Donc ça se joue, ce type de scénario-là. Mais pour le plus moyen terme, c'est après ce rebond qu'on en saura un petit peu plus. Valorec également, je vais privilégier l'idée un petit peu du biseau ou du canal. Pour l'instant, voilà, Valorec a besoin de redépasser la zone des 15,60 €, 16 € pour relancer sa tendance haussière. Là, on est dans une forme de neutralisation. Donc entre les 14 € et les 16 €, en gros, vous avez 2 € où il ne se passe pas grand-chose, c'est de la neutralisation. Et pour moi, j'ai besoin qu'on tienne voilà, cette oblique. Si on recommence à casser par le bas cette oblique, ça risque d'être long. C'est pas baissier, mais ça risque de redevenir long. Virbac, ça reste dans une large figure, vous le voyez, en triangle ascendant. Donc tant qu'on tient, ça reste positif. Faudrait breaker pour relancer le Schmilblick. Pour l'instant, ça bloque. Viridian, il va y avoir le regroupement d'actions. Donc, pour moi, graphiquement, c'est typiquement des bons graphiques spécu que j'aime bien, ça. C'est des trucs que j'aime bien pour relancer des trucs comme ça un petit peu. Il va y avoir le regroupement, alors sur le papier ça change rien, mais ça peut permettre que des fonds vont rentrer, mais aussi ça rend un petit peu le titre illiquide, tout du moins au début. Euh, donc c'est un truc en construction, faut patienter, on le voit, et c'est un mouvement qui peut encore continuer de se mettre en place. Je pense que pour celles et ceux qui aiment bien anticiper, il y a un bon niveau d'achat ici, et donc un bon niveau d'invalidation, quasiment 20% en dessous, donc il faut tailler la position en conséquence. Si on arrive à repasser cette zone des 52, on se remettrait dans le haut de la figure, et on gagnerait un petit peu plus de conviction sur la volonté de breaker par le haut. En tout cas, ça se regarde bien, en mode recovery. Wavestone, on voit, c'est un petit peu les montagnes russes, donc ça bouge énormément. On bloque pour l'instant sous les 60 €, donc on voit bien que l'aspect conseil, service également commence un petit peu à bloquer en termes de ralentissement éco, et le marché commence à le valider au-delà des fondamentaux, etc., et des perspectives que l'on peut avoir à l'avenir. Donc peut-être une neutralisation ici, on le voit là aussi, entre les 53 € et les 63 €. Il faudrait dépasser ces 60 € pour se remettre dans des bonnes dispositions. Et Zalando, c'est un petit peu mon indicateur du consommateur. Pour l'instant, on le voit, il se comporte plutôt bien. On était dans une congestion, dans une espèce de biseau descendant. On a validé ici le support comme ceci. Alors peut-être que je peux travailler une figure comme ça, en triangle. Donc on est dans une neutralisation ici aussi, donc tant qu'on est dans la figure. Si on casse ici par le bas, on se dira récession. Si on casse par le haut, on se dira on valide ce qu'on s'est dit, c'est-à-dire retournement cyclique sur fond de baisse des taux et compagnie. Voilà un petit peu pour cette vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à la liker, à la partager sur vos réseaux sociaux, à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Comment vous voyez le marché? Comment éventuellement, quelles sont les actions que vous privilégiez? Voilà, les législatives sont peut-être passées, il y aura peut-être encore quelques remue-ménages, mais in fine, ce que nous dit le marché, voilà, c'est qu'on se concentre à nouveau sur les choses importantes, c'est qu'est-ce qui se passe aux US et au-delà de l'inflation, l'économie, la santé du consommateur, au-delà également de la baisse des taux. Pour moi, le quantitative easing qui reviendra sur le devant de la scène. N'oubliez pas que tout ce qu'on vous dit sur la dette et les trucs, les machins, ça peut être réglé assez rapidement avec du quantitative easing et avec une baisse des taux et un contrôle de la courbe des taux longs. Alors évidemment, on peut dire ce que l'on veut, mais ça reste aujourd'hui des armes que les banques centrales peuvent tout à fait mettre en place. Ça ne changera pas le schmilblick,
On reste dans du Keynes et on continuera à faire du Keynes. Oui, à un moment donné ou à un autre, la roue tournera ou s'arrête, la musique s'arrêtera, mais on ne sait pas dire quand. 10 ans, 20 ans, 30 ans, je ne sais pas dire quand. Ça fait 20 ans que je l'entends, que j'entends les mêmes choses, et c'était les 20 meilleures années en bourse que l'on pouvait avoir. Excellent week-end à vous, les graphes. À lundi sur graphcobourse.fr pour de nouvelles